Bonsoir à tous et bienvenue dans le 18h de Public Sénat. Bonsoir Marie-Laetitia Bourriez. Bonsoir Pierre-Henri, bonsoir à tous. Tout de suite les titres de l'actualité de ce jour. Avant même l'arrivée au Sénat du texte sur l'audiovisuel public, les sénateurs décident d'augmenter la redevance télé de 2 €. Le gouvernement y était opposé et compte revenir sur cette mesure. Perquisition ce matin au domicile parisien du député socialiste Julien Dray dans le cadre d'une enquête pour abus de confiance. Le parquet évoque des détournements apparemment à des fins personnelles, mais sans nommer le député proche de Ségolène Royal. L'Opéra de Paris, qui accueille la jeunesse et la diversité, un bel exemple d'action pour l'égalité des chances. Yazid Sabeg, le nouveau commissaire à l'égalité des chances, sera notre invité dans quelques minutes. Et on parlera également du tourisme face à la crise avec Jean-François Rial, directeur du tour opérateur Voyageurs du Monde, et Anne-Marie Paillet, sénatrice centriste de La Réunion. L'économie, toujours à la une de l'actualité, Marie-Laetitia, avec ce plan de relance, un plan de relance désormais validé. Oui, il a été validé ce matin par le Conseil des ministres. Objectif, doper les investissements publics, notamment dans les secteurs les plus touchés par la crise, comme l'automobile ou le logement. Ce plan de relance a été examiné, je vous le disais donc ce matin, alors que les mauvaises nouvelles continuent de tomber. Hier soir, l'INSEE a dévoilé ses prévisions de croissance pour l'année 2009. Nicolas Béard. Cette fois, le mot est lâché. Selon l'INSEE, la France entrera bel et bien en récession en 2009. La croissance est en chute libre. L'Institut prévoit moins 0,8% pour le dernier trimestre 2008. Et la situation ne devrait s'améliorer que très lentement. Le pays n'avait pas connu un tel marasme depuis 1993. Par rapport à 1993, le risque, c'est qu'on reste longtemps dans une croissance molle et qu'il n'y ait pas une reprise aussi forte en 2010 qu'elle n'a eu lieu en 1994. Et c'est bien là le problème, c'est qu'on est, semble-t-il, entré dans un tunnel de croissance très molle et on n'en voit pas le bout. À la différence de 93, la crise est mondiale. Selon l'INSEE, aucun pays européen n'échappera à la récession. De plus, le plan de relance du gouvernement ne devrait pas produire d'effet avant le second trimestre 2009. Conséquence directe, le chômage est en hausse. L'INSEE annonce un taux de 8% pour 2009 et plus de 200 000 destructions d'emplois. Les entreprises ont coupé dans les contrats d'intérim, d'abord, avant de toucher à l'emploi stable et permanent. Et il y aura peut-être des licenciements, il y en aura certainement, mais il y a surtout... et c'est ce qu'on constate toujours, une grande prudence de l'embauche quand on a des comptes d'exploitation qui se dégradent très vite. Donc on assure la survie de l'entreprise pendant un certain temps. Seule bonne nouvelle, la baisse des prix du pétrole devrait soutenir le pouvoir d'achat des ménages. Pour l'heure, Bercy maintient ses prévisions de croissance entre 0,2 et 0,5% pour 2009. Patrick Devedjian, le nouveau ministre de la Relance, se veut rassurant. Le plan de relance aura un impact économique de 100 milliards d'euros et créera 150 000 emplois. 150 000 emplois devraient donc être créés en 2009, un objectif optimiste annoncé par le ministre de la Relance, Patrick Devedjian, qui a souligné que la plupart des financements seraient débloqués cette année. On l'écoute. On investit 26 milliards, dont 75% dans l'année qui vient. Mais nous espérons avoir un effet d'entraînement, entraîner les investissements des collectivités locales, des entreprises. Et si on arrive à un effet de levier de 3, ce qui est recherché, ça fait un impact de 100 milliards sur les 2 ans. On espère à peu près... c'est l'ordre de 1%. Un petit point. C'est l'ordre de 1%. Oui. On injecte plus de 1% d'investissement ou de trésorerie dans les entreprises ou d'anticipation sur le RSA, c'est-à-dire aussi des mesures de justice fiscale qui sont très importantes dans ce plan. Et puis le secrétaire général de l'Élysée, Claude Guéant, a annoncé que d'autres mesures pourraient être prises en complément en dehors de ce plan de relance. Et tandis que la France se prépare à entrer en récession aux États-Unis, George Bush lance une bouée de sauvetage aux constructeurs automobiles. Il devrait bénéficier d'une aide de 17 milliards de dollars issue du fonds Paulson, initialement réservé aux banques. En contrepartie, les industries automobiles devront assainir leurs finances d'ici mars 2009. Sinon, elles devront rembourser le Trésor américain. Et puis au Sénat, selon l'agence France-Presse, les radicaux et les centristes envisageraient de rapprocher leurs groupes. L'objectif serait de peser davantage face à l'UMP qui n'a plus la majorité à elle seule dans la Haute Assemblée, notamment dans le cadre de la réforme constitutionnelle. On écoute Jean Arthuis au micro d'Élise Ecardi. Après 1 heure de discussion agitée, les sénateurs ont tranché. La redevance ne sera pas indexée sur l'inflation, mais elle va augmenter de 2 €. Le gouvernement, lui, ne voulait pas se précipiter et préférait attendre la rentrée pour débattre de l'ensemble de la réforme de l'audiovisuel. C'est un peu mesquin, gagner comme ça 2 jours.
Voilà, excusez-moi pour cette petite erreur d'aiguillage. Nous allons donc écouter maintenant Jean Arthuis sur le rapprochement entre le groupe centriste et les radicaux. Je crois que c'est une idée intéressante que d'imaginer que deux groupes dont les valeurs sont proches puissent mutualiser leurs moyens, travailler ensemble et peut-être aller plus loin si affinité. Il faut bien être conscient des impératifs du travail parlementaire. Il y a une réforme constitutionnelle. Nous devons nous organiser pour que le Parlement soit globalement plus efficace. Et toujours au Sénat, la question de la redevance était débattue cet après-midi dans le cadre du projet de loi de finances rectificatif. C'était l'un des articles les plus attendus. Les sénateurs ont décidé de relever la redevance TV de 2 €. Laïla Capio et Saveria Rojac. Après une heure de discussion agitée, les sénateurs ont tranché. La redevance ne sera pas indexée sur l'inflation, mais elle va augmenter de 2 €. Le gouvernement, lui, ne voulait pas se précipiter et préférait attendre la rentrée pour débattre de l'ensemble de la réforme de l'audiovisuel. C'est un peu mesquin, gagner comme ça 2 € au détour d'une conversation. Même au Sénat, sur la redevance, c'est quasiment faire 2 années d'indexation, alors pourquoi pas 3. Donc je crois qu'il y a un principe qui est celui de la redevance indexée, ça c'est propre, c'est net, ça veut dire qu'on ne rentre pas dans le débat de l'audiovisuel maintenant. Mais les sénateurs, eux, sont inquiets. Pour eux, l'indexation seule de la redevance sur l'inflation n'assure pas un financement suffisant de la télévision publique. Ils ont donc voté cette augmentation, grâce notamment aux voix centristes et quelques voix UMP. Si la réforme voulue par l'État au niveau du président de la République et du gouvernement s'était mise en place dans les délais souhaités, nous aurions aujourd'hui un paquet qui permettrait de sécuriser le financement de l'audiovisuel. Nous ne sommes pas, au jour où nous parlons, sécurisés quant au financement pérenne de cet audiovisuel. Les foyers disposant d'un téléviseur devront donc payer 118 € l'an prochain contre 116 cette année. Suite des débats à la rentrée avec l'examen du texte sur l'audiovisuel. Ce soir, le Sénat a montré au gouvernement qu'il faudra compter avec la Haute Assemblée. Voilà, et puis on vient de l'apprendre à l'instant même, le gouvernement belge dirigé par Yves Le Terme va présenter sa démission au roi des Belges, Albert II, en raison, vous le savez, du scandale né autour du sauvetage de la banque Fortis. Et puis en France, Julien Drey dans le collimateur de la justice. Son domicile a été perquisitionné aujourd'hui. Le député socialiste est soupçonné d'avoir détourné à des fins personnelles des fonds issus des comptes de plusieurs associations, dont les parrains de SOS Racisme et l'organisation lycéenne La Fidèle. Et puis Xavier Darcos qui appelle à la fin des blocages des lycées. Le ministre de l'Éducation veut remettre au travail les élèves à la rentrée. Les lycéens qui appellent de leur côté à une nouvelle journée de mobilisation. Elle a été fixée le 8 janvier. L'opéra comme un tremplin vers l'avenir pour des jeunes issus de milieux défavorisés. Depuis hier soir, 26 élèves d'une classe de CM2 du 19e arrondissement jouent à l'Opéra Bastille dans un grand ballet, une adaptation de Roméo et Juliette. Ces jeunes artistes se produisent aux côtés d'élèves néerlandais, italiens et hongrois. Fabrice Cunet a assisté à leur répétition. C'est trop tard, ça fait 3 minutes que je vous appelle. Entrée sur scène et dernière répétition pour ces acteurs en herbe venus des 4 coins de l'Europe. Il y a 1 an et demi, la plupart n'avaient jamais entendu un air d'opéra. Aujourd'hui, ils s'apprêtent à jouer Roméo et Juliette. Dans les tribunes, Mohamed ne rate rien. Au fil des répétitions, il a vu son fils évoluer. Avant, ils n'avaient pas conscience de la responsabilité. Aujourd'hui, on leur donne le moyen d'être responsable, de faire quelque chose de grand. Ça leur permet peut-être aussi de prendre conscience que aussi ils ont de l'importance. Tu te souviens de cette chanson? Tu te moquais de moi parce que je n'arrive pas à retenir les paroles. Surtout, plus que le résultat, c'est ce que l'on a permis de révéler cette année grâce à la pratique artistique, c'est-à-dire se révéler eux comme ils sont, avec ou non leur handicap, avec ou non leur différence sociale. Car la plupart de ces enfants viennent de quartiers défavorisés. Depuis près de 20 ans, Daniel Fouache se bat pour faire tomber certaines barrières. Les lieux de culture ne sont pas des domaines réservés, c'est pour tout le monde. Donc je pense que ça, c'est certainement le moyen le plus efficace pour aider les élèves à devenir des citoyens à part entière. À quelques heures de la première représentation, la pression monte. Aujourd'hui, on doit le faire mieux qu'hier. Et demain, on doit le faire mieux qu'hier.
et ainsi de suite. Si on pouvait continuer, je continuerais. Parce qu'après, le 21, c'est la fin et après, l'opéra, c'est fini. Donc, souhaiter une bonne chance. L'année prochaine, une autre classe prendra le relais pour un autre spectacle. D'ici là, Sabrina, Badis et les autres auront peut-être réussi à prolonger l'aventure. Voilà, la jeunesse et la diversité, on en reparle tout de suite avec nos invités. Et nous recevons ce soir Yazid Sabeg, nouveau commissaire à la diversité et à l'égalité des chances. Vous avez été nommé avant-hier, votre tâche va être de faire en sorte... Oh, vous avez été, disons, l'annonce a été, l'annonce date d'avant-hier. Votre tâche va être de faire en sorte que tout le monde ait les mêmes chances, quelle que soit son origine. Vous avez commencé à travailler? Il y a longtemps. Et par quoi est-ce que vous avez commencé alors? Par la réflexion. Le président de la République a édicté une feuille de route qui est assez complète lors de son discours d'il y a 48 heures. Il faut le mettre en œuvre. Quelles vont être vos priorités? L'éducation et l'emploi. Concrètement, par quoi est-ce que ça va passer? Quelles mesures allez-vous mettre en place? Écoutez, les mesures concernant l'emploi, c'est de mettre en place des dispositifs qui permettent de lutter efficacement contre les discriminations. Peut-être aller un peu plus loin en matière de politique de l'emploi, l'éducation, avoir des dispositifs qui améliorent également la démocratisation du système d'éducation et de formation dans notre pays. Voilà. Vous dites aller plus loin que la discrimination positive? Ah non, j'ai pas dit ça, j'ai pas parlé de discrimination positive. J'ai dit il faut probablement aller plus loin que les politiques de droit commun telles qu'elles sont conduites aujourd'hui. C'est ce qu'a demandé le président, avec des critères qui soient à la fois territoriaux et sociaux, sans négliger un suivi le plus complet possible à partir de statistiques qui donnent une image fidèle de la société française, notamment au plan ethno-racial. C'est ce qu'il a dit, ce sont les mots qu'il a employés lors de son intervention. Monsieur Sabeg, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'État, le gouvernement a pris vraiment toute la mesure de ce dossier de l'intégration? Écoutez, je pense que le gouvernement et le président en a sûrement pris toute la mesure, donc que notre administration soit tatillonne, lourde, quelquefois inefficace. Il l'a dit, ça peut se présenter dans certains cas. Ce qui est sûr, c'est que la situation économique et ce qu'on nous annonce au plan social comme incidence va faire que les populations les plus fragiles, parmi lesquelles il y a des Français qui souffrent d'inégalités, notamment des minorités visibles, mais pas seulement, imposent qu'on prenne ce sujet très au sérieux si on veut éviter que la cohésion sociale en soit affectée. De quels moyens disposez-vous? Les moyens de l'État. Vous n'avez pas de chiffres à nous donner? Je pense, non, ce serait trop long de parler de chiffres ce soir, mais il y a déjà des politiques publiques qui fonctionnent dans le domaine de la rénovation urbaine, dans le domaine de l'emploi, dans le domaine de la formation. Il y a des ressources, c'est bien les mobiliser efficacement. Et puis, deuxièmement, moi je pense qu'il faut également mobiliser les entreprises dans des procédures et dans des processus qui soient pas plus contraignants, mais en tout cas beaucoup plus incitatifs en faveur de l'emploi des jeunes. Ça, c'est mon opinion. Je le dis depuis longtemps. Ouais. Il y a sûrement des idées novatrices et des idées nouvelles qu'on peut éventuellement mettre en œuvre. Alors, une époque encore récente, vous avez été relativement critique, par exemple, sur l'ampleur du plan pour les banlieues de Fadela Amara. Est-ce que vous pensez aujourd'hui avoir véritablement les moyens? Est-ce que, par exemple, vous disposez vous-même d'un budget propre pour agir? Moi, j'ai pas de budget propre pour agir. Il y a des ressources qui sont affectées avec des ministres qui sont compétents, sont pleinement compétents pour agir et mettre en œuvre ces plans. Ce que je vais faire, c'est qu'il y a un ensemble de décisions et d'orientations qui ont été fixées par le président de la République. Ce qu'il faut, c'est qu'elles soient mises en œuvre dans le cadre des plans qui existent. Et puis on verra s'il faut des mesures d'exception ou des ressources d'exception. Donc votre action, elle sera une action interministérielle. Vous ferez le lien entre les différents postes ministériels. Rigoureusement. Puis encore une fois, s'il s'agit de déminer des sujets, on le fera. Il y a 10, 15, 20 sujets qui nécessitent des déminages. Par exemple.
Par exemple, le sujet des statistiques, le sujet de l'intervention de l'État dans le domaine des politiques urbaines, des politiques de développement urbain, le sujet de l'éducation, le sujet de la démocratisation des filières de prestige. Ça nécessite un travail à la fois de réflexion, un travail de concertation et des expérimentations, puis on verra ce qu'il en résulte. Quelle est votre position justement sur ces grands sujets, notamment les statistiques ethniques? Alors, écoutez, moi, vous savez, j'ai une grande liberté de langage, comme je dis toujours. J'ai toujours été favorable à ce que ces statistiques existent et je considère qu'il n'y a pas d'obstacle légal. Je crois que c'est à ce qu'on les élabore. Je crois que c'est à peu près ce que dit le rapport de la commission qui a été présidée par Madame Veil, qui aboutit à la conclusion qu'il n'y a pas d'obstacle majeur à ce qu'on puisse conduire des enquêtes statistiques sur ces sujets. Et d'ailleurs, le terme de discrimination positive ne vous effraie pas? C'est pas le mot que j'emploie. Moi, je préfère la terminologie du Conseil d'État en 96. Ils ont trouvé une excellente formule que j'utilise, qui est l'action positive. Ouais. L'action positive, c'est de mettre l'équité au cœur des politiques sociales publiques. L'équité, c'est aller au-delà de la loi commune. Ensuite, il y a les critères. Le président, il a dit critères territoriaux et sociaux. Ce qui n'empêche pas d'avoir un suivi au plan des statistiques, ces fameuses statistiques ethno-raciales. Alors, parmi les mesures annoncées par Nicolas Sarkozy, il y a justement une mesure qui concerne les classes préparatoires, donc c'est de la discrimination positive. 30% d'élèves boursiers en classe préparatoire en 2010. C'est une mesure qui vise à favoriser l'intégration de la diversité dans l'élite, mais que faire pour les autres élèves? Et il y a d'autres processus. Il y a la réussite éducative, il y a une réforme du lycée qui est envisagée. Peut-être qu'on peut placer la problématique de la diversité au cœur de ce sujet. Je vois M. Darcos bientôt, donc on va en parler. Justement, est-ce qu'il ne faut pas renforcer l'enseignement primaire en banlieue plutôt que... Je viens de vous dire, la réussite éducative, c'est quelque chose qui marche pas trop mal, qui a été engagé par Jean-Louis Borloo il y a déjà 3-4 ans. On va évaluer ce qui s'est passé. Ces programmes de réussite éducative sont à mon avis décisifs. Vous avez tout à fait raison. Ça commence là, ça commence à la maternelle, que ce soit pour l'acquisition de ce qui est essentiel, pour ce qui est de l'édification du conscience civique, ça commence vraiment chez les tout petits, et il y a déjà des politiques publiques qui fonctionnent, je vous le dis, très très bien. Alors parlons de l'entreprise, on a parlé de l'éducation. L'entreprise, c'est le CV anonyme par exemple. On sait très bien que les résultats des expérimentations qui ont été menées ne sont pas extrêmement éclairants. Est-ce que vous avez l'intention de favoriser ce type de processus? Je ne partage pas votre point de vue sur le fait que ces expérimentations ne soient pas éclairantes. C'est les entreprises qui ont testé cette possibilité d'utiliser le CV anonyme, qui n'est qu'une des voies possibles. Il y a d'autres instruments qui peuvent neutraliser les comportements discriminatoires. Alors quoi, par exemple? Par exemple, les méthodes d'évaluation des candidats. On peut faire, par exemple, on peut imaginer qu'un candidat, la décision ne revienne pas qu'à une seule personne. Ça peut être un homme, une femme, ça peut être quelqu'un issu d'une minorité visible ou quelqu'un qui est, passez-moi la formule, blanc. Il y a des tas d'outils, il y a des méthodes de rating, il y a des méthodes d'évaluation, il y a les méthodes des habiletés. Il y a 10 méthodes qui permettent. C'est une boîte à outils, il faut que les entreprises s'en emparent et qu'elles fassent vivre ces instruments. Alors, et je le redis, je pense qu'on va lancer une expérimentation sur une très grande échelle, sans très grandes entreprises, petites, moyennes, et on verra ce qu'il en adviendra. Alors, vous êtes chef d'entreprise vous-même. Aujourd'hui, il y a eu 68 entreprises de Franche-Comté qui ont signé la fameuse charte pour la diversité, dont vous êtes l'un des rédacteurs avec Claude Bébéard. Est-ce que finalement les entreprises ont un rôle absolument majeur et déterminant dans cette affaire? L'entreprise, il faut que sur ces questions, les questions sociales de façon générale, et la question de l'emploi des jeunes et des discriminations, c'est un vrai sujet. Il faut qu'elles aient une parole vive, elles ont une responsabilité dans ce domaine. C'est ce que je pense et c'est ce dont j'essaierai de les convaincre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous préciser, nous éclairer sur les lignes de votre action future. Merci encore. On va parler de tourisme tout de suite avec des activités elles aussi confrontées à la crise. Tout de suite notre rubrique, c'est la crise et alors? Avec tout de suite un coup de projecteur sur ce secteur également touché, je vous le disais, par la crise économique. Clément Billet l'a constaté à quelques jours de Noël. Vous allez le voir,
les agences de voyage ne sont pas pleines. Une agence de voyage vide, l'image est de plus en plus fréquente en ce moment. Les quelques clients réservent principalement sur des vols vers l'Europe, mais certains irréductibles veulent encore se faire plaisir. On a fait des économies, comme j'ai promis à mon neveu, donc voilà, la promesse il faut la tenir quand on est des gens adultes. Quand on veut partir, on fait tout pour y arriver, on fait des économies et c'est une passion pour moi de voyager. Dans cette société spécialisée depuis 7 ans dans la réservation de voyages sur Internet, le nombre de ventes a toujours augmenté et même si cette croissance semble ralentir ces derniers mois, l'heure n'est pas à l'affolement. Les gens ont toujours envie de partir et ils cherchent à partir malgré les contraintes budgétaires actuelles et pour cela ils sont astucieux et cherchent les formules qui leur permettent de partir à moindre coût. En France, ce sont les chambres d'hôtes et les gîtes qui tirent leur épingle du jeu. Marie-France Drouel a transformé sa maison il y a 7 ans. Elle peut aujourd'hui accueillir jusqu'à 6 adultes avec 90 € par personne pour un hébergement, un petit déjeuner et la convivialité. Le tout à seulement 40 km de Paris. Son planning affiche complet presque toute l'année. Ça c'est cette semaine. Donc vous voyez, il y a 5 chambres, elles sont occupées pas mal, oui. Écoutez, on est un peu vigilants. Il nous semble que le téléphone sonne un petit peu moins qu'à l'accoutumée. Mais dans notre fréquentation, actuellement, on n'a pas de baisse. En basse saison, ce sont principalement des sociétés ou des touristes étrangers qui réservent des chambres. Du coup, Marie-France va ouvrir son propre gîte dans cette grande demeure à quelques kilomètres de chez elle, dès que Gîtes de France aura vérifié la conformité du logement. Vous avez prévu quelle capacité finalement? Alors finalement, nous avons 10 couchages, des couchages pour 10 personnes. D'accord. Des gîtes qui, en période de fête, font le plein malgré la crise. Noël, c'est vraiment une semaine qui est prise d'assaut. C'est-à-dire qu'on a même, aujourd'hui, on a déjà des réservations pour la semaine de Noël 2009. Créés il y a 57 ans par le sénateur Émile Aubert, les Gîtes de France sont 46 000 sur le territoire, une idée de vacances de plus en plus plébiscitée, car moins cher qu'un voyage moyen ou long courrier. Alors le tourisme et la crise, avec nous sur ce plateau, la sénatrice centriste de l'île de la Réunion, Anne-Marie Payet, et le tour opérateur Jean-François Rial. Monsieur Rial, on l'a vu dans ce reportage, oui. Les agences de voyage, elles sont pas très pleines, presque vides à cette période de Noël, en temps de crise. Je crois pas que non, l'activité des réservations est en baisse d'environ 15% depuis début octobre, depuis les démarrages de la crise. Mais on peut pas dire que les agences de voyage sont vides, parce que en ce moment, évidemment, elles sont vides parce que les gens ont largement réservé leur voyage. Par exemple, la période de Noël, jour de l'an, est complètement pleine. Parce qu'elle a été réservée longtemps à l'avance. Il est clair par contre qu'on est dans une période d'opportunisme absolu, où on peut trouver des bonnes affaires à peu près partout, sauf quand même dans quelques endroits. On regarde les annonces de voyage en ce moment dans les journaux, encore cet après-midi, on s'aperçoit que les prix baissent. Les prix baissent sur certains axes et sur certaines dates. Et prenez l'Amérique latine, qui a un succès fou cette année. Je peux vous dire que vous ne trouverez pas de bonnes affaires sur l'Amérique latine. Vous allez en trouver sur l'Inde, sur la Thaïlande, sur Maurice, qui n'est pas en grande forme, mais vous n'en trouverez pas sur l'Amérique latine, pas sur l'Égypte, pas sur les États-Unis. D'ailleurs, quand j'ai entendu votre reportage où on dit que globalement les voyages courts fonctionneraient plus, c'est pas les statistiques de notre profession que nous constatons. Les voyages courts s'en sortent pas mal, mais il y a des voyages longs qui s'en sortent très mal, comme la Chine ou l'Inde. Puis des voyages longs comme par exemple les Maldives ou l'Amérique latine qui s'en sortent très bien. Donc vous voyez, tout ça, globalement on est en baisse, mais on ne peut pas dire que forcément les voyages courts vont être moins chers et plus prisés. C'est plus compliqué que ça. Est-ce que vous adaptez vos produits à ce contexte de crise? On adapte nos produits, bien entendu, mais en fait nous on vend du voyage sur mesure, donc le client décide un peu ce qu'il veut acheter. Donc on n'est pas dans une logique de ce type. Mais par exemple, il faut faire très attention parce que les gens se décident tard. La baisse porte essentiellement sur des réservations que nous n'avons pas, qui sont lointaines. Mais si vous regardez les réservations pour les départs très proches, la Noël, ou le mois de janvier ou le mois de février, on n'est pas en baisse. En fait, on est plutôt dans une période où on est dans l'attentisme. Je ne décide pas tout de suite parce que j'ai peur. Anne-Marie Payet, les touristes viennent chez vous dans l'île de la Réunion où c'est l'été en ce moment? Oui, c'est l'été en ce moment et j'aimerais préciser que la destination Réunion reste attractive. Nous avons nos cirques, la mer, le volcan, un des volcans les plus actifs de la planète. Et je pense que nous n'avons pas mis encore en lumière toutes les belles images de notre département. Vous savez, il y a une expédition qui est là-bas actuellement et qui est venue explorer les profondeurs avec un robot caméra haute définition. C'est une expédition Abyssea qui vient de Brest avec des scientifiques et qui vont explorer vraiment les profondeurs du sud et de l'ouest.
Mais le tourisme est touché par la crise? Le tourisme est touché par la crise, bien évidemment. Ce qui a vraiment, surtout en 2007, en 2008, il faut pas oublier que nous, à La Réunion, nous avons subi une première crise, qui était la crise du chikungunya il y a quelques années, où vraiment il y a eu une grande baisse des activités hôtelières. Il y a eu une remontée dans les années 2006 et 2007, une timide remontée, disons. Et au début de l'année 2008, nous avons commencé sur les chapeaux de roue avec un mois de janvier qui est vraiment très très prometteur, avec un nombre de touristes, un nombre de passagers, disons, accueillis, puisque les Réunionnais étaient dans ce nombre aussi, un nombre de passagers accueillis à Gilo qui battait tous les records, 175 000 passagers accueillis. Et il y a eu aussi donc un mois de janvier très prometteur avec un taux de fréquentation des hôtels à la hausse. Nous avons un mois de mai et un mois de juin vraiment très dynamiques. Mais la période de juillet à septembre a été vraiment à la baisse. Tous les chiffres étaient revus à la baisse. Et à nouveau, un mois d'octobre où les chiffres remontent. Donc, il y a eu des hauts et des bas pendant cette année 2008. Et au total, on peut dire que l'année 2008 a été assez favorable, disons. La Réunion reste une destination favorable pour le tourisme aujourd'hui? La Réunion, c'est un endroit magnifique. Hein, Madame la sénatrice l'a très bien expliqué. Il y a des paysages époustouflants. Je pense que les variations d'activité qu'elle évoque sont liées à des départs. Le problème qu'on a là, c'est plutôt les réservations qu'on a depuis début octobre pour 2009 qui, globalement, vont être en baisse. Mais peut-être moins qu'on le croit. Parce que en période de difficulté, on a besoin un peu quand même d'aller un peu s'aérer la tête. Hein. Oui. Le voyage, c'est pas mal. Est-ce qu'il faut prendre des mesures pour soutenir le tourisme? La Grèce, par exemple, prend des mesures très volontaristes. Je pense que tous les pays, les hôteliers font des promotions, ceci, cela. Moi, je crois que ça sert à pas grand-chose. Je crois que quand on n'a pas envie de réserver pour partir au printemps ou l'été, parce qu'on a un peu peur de la crise économique, on parle que de ça du matin au soir. Tous les jours, il y a un nouveau truc, il y a un nouveau chiffre, il y a un type qui a piqué 50 milliards, enfin bon, etc., etc. Donc les gens, ils veulent bien partir, mais si c'est pendant pas longtemps. Donc je crois pas trop à ce genre de mesures, non. Je crois que c'est inefficace. Un aspect psychologique, mental, pour inciter les gens à respirer, enfin. On est totalement dans l'aspect psychologique. Le voyage, c'est vraiment de l'affect. On est dans le psychologique. Les voyages en famille, par exemple, se réduisent. Les gens partent moins avec leurs enfants, partent à deux, mais moins avec leurs enfants. Et réduisent leurs prestations aussi. Puis sur place, ils consomment parce qu'ils se disent oh, bah, je suis quand même complètement idiot de ne pas avoir acheté telle et telle excursion. Mais alors du coup, sur quoi ils font des économies sur place? Ils les font avant d'acheter. Sur place, bah, ils vont pas acheter moins d'excursions, ils vont acheter des catégories d'hôtels un peu plus faibles, ils vont partir un peu moins longtemps, ils vont faire 2 voyages au lieu de 3 ou 1 voyage au lieu de 2. Vous voyez, ce genre de choses. Mais au final, moi je parie que le voyage en France va baisser de 5%, pas plus. Pas plus. Anne-Marie Paillet, la crise, au-delà des aspects touristiques qu'on vient d'évoquer, comment ça se passe chez vous aujourd'hui, dans votre pays? Nous sommes très inquiets parce qu'il y a le chômage qui est revu à la hausse. Et déjà, nous avions le taux de chômage le plus important de France, donc ça nous inquiète vraiment beaucoup. Je crois que le préfet a réuni les professionnels du tourisme, notamment ces derniers jours, et il s'est quand même engagé à mettre en place un comité de surveillance des agissements des banques, parce que vous savez, à La Réunion, il y a aussi des pratiques qui ne sont pas très très bonnes parfois. Récemment, il y a eu le scandale avec les compagnies pétrolières qui s'étaient entendues pour facturer à des prix vraiment très élevés le carburant aux compagnies aériennes, à tel point qu'elles ont été obligées de payer une amende de 41 millions d'euros, donc c'est vraiment extraordinaire. Il y a aussi, nous avons aussi les prix, des prix très élevés sur tous les produits de consommation courante. Et nous avons aussi parfois des pratiques bancaires, et là il y a eu un article de presse récemment qui montre que les banques, même quand elles sont des filiales de sociétés mères de métropole, elles ne pratiquent pas les mêmes tarifs. Par exemple, en ce qui concerne le taux de tenue, les frais de tenue de compte qui ne sont plus facturés en métropole. Alors chez nous, ça peut être facturé jusqu'à 63 € l'année, et c'est vraiment. Donc on vous sent très attentif sur ce qui se passe chez vous en temps de crise aujourd'hui. Alors le préfet est très attentif et il a mis sur place un comité de surveillance de toutes les activités des banques. On y reviendra. Merci beaucoup Anne-Marie Paillet, merci beaucoup à vous d'avoir été nos invités ce soir. C'est la fin de ce journal d'information. Très bon week-end à tous. Ne manquez pas Bibliothèque Médicis, c'est tout de suite présenté par Jean-Pierre Elkabbach. Invité principal Luc Ferry, le philosophe. Très bon week-end.